Bah alors, qui je suis? Comme je vous l'avais promis la semaine dernière, je vais vous parler un peu de mon parcours. Et puis, ça permettra de mieux faire connaissance et vous me connaîtrez un peu mieux. Parce que ouais, j'ai ouvert une chaîne YouTube, mais en fait, vous savez, vous regardez les vidéos d'un connard dont vous ne savez rien. Donc ouais, une petite vidéo de présentation, là, un peu comme ça. Je pense que ça mange pas de pain. Allez, générique. Ma vie. Bon, alors je vais pas vous faire tout le tintouin de ma naissance et tout ça on s'en fout. Pour mon parcours, je pense qu'on peut commencer à peu près au collège, parce que c'est là où vraiment j'ai commencé à connaître un peu tout ce qui était vidéo et cinéma. Le collège. On va arriver, allez, en 5e, 4e, j'étais dans un collège où il y avait une option art plastique. Et c'est une option qui était assez rare dans les collèges à l'époque, et donc on avait 3 heures d'art plastique supplémentaires. Et moi je m'étais inscrit parce que j'adorais dessiner à l'époque. Et donc disons que ça m'a éveillé un peu à l'art. Ça a été les débuts de ça en tout cas. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que en 3e, j'ai continué l'option art plastique pendant tout le collège. Et en 3e, on a fait de la vidéo. Et donc en 4e aussi, on y a touché un peu. Et donc voilà, quand on a commencé à faire de la vidéo, à faire un peu de montage, je me suis dit voilà, ça c'est cool, c'est ça que je veux faire, tout simplement. Le lycée. Donc moi je suis du nord de la France. Et donc j'ai fait mon lycée après pendant 3 ans. Donc j'ai fait un bac littéraire option art plastique. Et le lycée c'était à peu près l'enfer. Hein. C'était à peu près l'enfer parce que même si j'ai rencontré des gens cool qui sont encore des amis maintenant, j'ai pas trop aimé le lycée parce que les gens étaient cons quoi. On était cons comme des lycéens. Donc toujours au lycée j'avais pris l'option art plastique. Et donc là, on faisait de la peinture, on faisait tout ça. Par contre, j'ai pas fait de vidéo pendant 3 ans. Au lycée, je me suis vite rendu compte que la vidéo, on n'en ferait pas, quoi. Il n'y avait pas d'option cinéma, il n'y avait pas d'option théâtre, il n'y avait pas tout ça là où j'étais. Donc j'ai fait de l'art plastique. Moi, à la base, je voulais être dessinateur de BD. Donc je me suis dit, allez, on va continuer, on va dessiner et peindre. Et puis donc j'ai fait mes 3 ans de lycée, un petit bac littéraire. Et puis voilà. C'est l'anecdote qui change tout. Ah, petite anecdote, quand j'avais 16 ans, c'est là que j'ai eu un gros coup de foudre pour le cinéma et que mon amour pour le cinéma est vraiment arrivé à 100%. Une nuit, j'avais une insomnie, comme ça m'arrive de temps en temps, et j'ai allumé la télé, hein, tout bêtement, et il passait, je crois que c'était sur France 2 à l'époque, il passait un film qui s'appelait Jackie Chan contre-attaque. Le film est vraiment pas bien. Le film est vraiment pas bien. C'est nul! J'ai maté ça et au générique de fin, je me suis rendu compte qu'en fait Jackie Chan avait fabriqué une grande partie des choses dans le film. Il avait fait la musique, il avait fait les cascades, la mise en scène, bref, il avait fait plein de choses. Et en voyant ça au générique, je me suis dit, mais putain, c'est ça que je veux faire. Je veux faire plein de trucs, je veux faire des films. Disons que le déclic pour tout ça, ça a été ça, quoi. Ça a été ce film totalement naze, Jackie Chan contre-attaque. C'était l'anecdote qui change tout. Donc après le lycée, je suis arrivé à l'université. L'université. Et alors l'université, ça a été une sacrée douille la première année. J'avais pris l'option, ce qu'ils appelaient art du spectacle, je crois, où on faisait de la vidéo et du théâtre. Donc j'étais censé enfin aller toucher une caméra dans ma vie. Et le jour de la rentrée, on est arrivé à la fac. Donc c'était l'université publique, hein, j'ai pas fait d'école de cinéma ou ce genre de choses. Et première année à la fac, premier jour, on nous dit « Votre option est supprimée. Vous allez tous être déviés vers l'option art plastique. » Donc on ne nous laisse pas le choix. En gros, on ne nous laisse pas le choix. On nous supprime l'option le jour de la rentrée. Et donc plus de cinéma, plus de théâtre, et on se retrouve tous en art plastique. Bon, moi, l'un dans l'autre, j'avais un bac art plastique et tout, je m'en foutais un peu. Faire du dessin et de la peinture, en gros, ça m'intéressait quand même, donc j'ai continué. Mais je me souviens de plein de gars qui étaient venus juste pour faire tout ce qui était art du spectacle et qui se sont fait un peu baiser la gueule, quoi. En fait, la fac, c'était très étrange. J'ai fait... alors moi, je suis titulaire d'un master, donc j'ai fait 5 ans d'études après le bac. Et la fac, c'était très bizarre, parce que j'étais en option d'art plastique. En fait, j'ai des profs qui m'ont dégoûté du dessin, qui m'ont dégoûté de la peinture. Et, imaginez tous les clichés des artistes, et vous avez certains élèves et certains profs qu'on fréquentait. Par exemple, moi, j'ai eu un prof qui m'a dit une fois que Coluche et Louis de Funès n'étaient pas des artistes.
Bref, dès que tu parlais un peu de pop culture, tu te faisais lyncher. C'était très étrange la culture art plastique. Voilà, donc j'ai fait une licence d'art plastique. En fait, tous les élèves se prenaient pour les nouveaux Picasso ou les nouveaux Picabia ou ce que vous voulez, les nouveaux Monet, les nouveaux Van Gogh, enfin bref, vous pouvez citer tous les peintres que vous voulez. Et moi, j'arrivais en parlant de pop culture et de Dragon Ball Z. Je peux vous dire que le choc, il a été violent. Les profs, ils te prenaient un peu pour de la merde. Ils n'avaient pas conscience de ce dont tu parlais. Pour eux, ce que tu faisais, ça n'avait aucun intérêt. Ouais, la fac, c'était assez bizarre. J'ai rencontré des bons potes et tout, hein, mais j'ai plus beaucoup de contact avec les gens de l'université, très peu. C'était surtout en art plastique, parce qu'après, j'ai dérivé sur ce qu'on appelle un IUP création numérique. Je sais même pas si je crois que cette option existe encore. Où là, on touchait un peu plus au montage, à After Effects et tout. Mais voilà, on nous a jamais appris à cadrer, on nous a jamais appris à composer un plan ou ce genre de choses. On nous disait avant tout qu'on allait devenir des artistes, qu'on allait faire du mapping, ce genre de choses. En gros, on était destinés à faire de l'art contemporain. Et certains profs nous montraient ce qu'ils faisaient en art contemporain. Je vais faire un jeu de mots pourri, mais ils étaient contemporains. Très étrange, parce que ce qui comptait comme ça en fac d'art, c'était avant tout le discours que tu apportais à ton projet. Et c'était pas le projet en lui-même. Tu pouvais avoir passé 10 heures sur ton boulot, faire un truc de ouf, un montage soigné, un montage un peu travaillé. Bah, tout le monde s'en foutait, quoi. Ce qui intéressait les gens, c'était avant tout le discours que tu avais. Donc tu avais des mecs qui se pointaient avec une toile de peinture, avec trois coups de pinceau, et ils avaient des 18 sur 20. Toi, tu avais passé une semaine à monter un film, tu avais 12. Bon, ou tu avais même en dessous de la moyenne. Il y avait un truc très bizarre. Le discours était bien au-dessus du travail effectif. Le travail, il payait pas, quoi. Putain, j'ai l'impression d'avoir un discours de droite, c'est horrible. Alors d'un côté, c'est bien, hein, ça t'ouvre la tête, ça te permet de créer des choses et tout, mais t'es pas du tout prêt au monde professionnel. Heureusement qu'il y avait les stages. Les stages. J'ai fait 4 stages en tout à l'université, donc 2 qui m'ont vraiment été utiles. Donc j'ai fait un premier stage qui était dans une télé locale, et qui durait 15 jours, je crois, le stage, ou un mois, je sais plus. Et ça a été l'enfer. Les mecs avec qui je bossais, on n'avait rien à foutre des stagiaires. En fait, ils étaient passionnés par le foot. Ils allaient tourner les matchs de foot, ils me filaient les cassettes, parce qu'à l'époque, on tournait encore avec des cassettes, et ils me demandaient de monter le foot. Moi qui détestais le foot, bon, pendant un mois monter du foot, je me suis fait chier comme un rat mort, quoi. Oui, ça m'a permis de manipuler un peu les logiciels de montage et d'apprendre un peu, mais le foot, j'en ai tellement rien à faire. C'était un stage où vraiment je me suis emmerdé. Et pire, pendant le stage, mon maître de stage est parti en vacances. Donc je me suis retrouvé sur les 1 mois pendant une semaine sans maître de stage. Bon, autant vous dire que j'ai pas été en stage. Ce stage dans cette télé locale était vraiment pourrave. Après, le deuxième stage que j'ai fait, c'était dans une agence de communication avec des mecs un peu en costard-cravate qui faisaient du web design, qui faisaient du référencement pour Internet, qui faisaient un peu tout ça. Et moi, j'étais là un peu pour les aider sur le côté vidéo de la boîte. Donc, on allait filmer des interviews clients et tout. Bon, c'était rigolo, hein. C'était rigolo, mais j'ai pas appris grand-chose, vu que c'était moi qui apportais la partie vidéo à la boîte. Ils m'apprenaient rien, vu que je suis arrivé avec le bagage vidéo qu'eux n'avaient pas déjà à la base. Et après, par contre, j'ai fait le stage qui était sans doute le stage le plus passionnant que j'ai fait pendant mes études. Il durait 1 mois et demi. Et donc, je me suis retrouvé dans une petite boîte de production où je me suis retrouvé assistant réalisateur sur un court-métrage. Ça a été la première fois où j'ai mis les pieds sur un plateau de tournage et où là, je me suis senti à mon aise, où je me suis senti à ma place. À ma guise, à ma guise, à ma guise. En me disant, et là, j'ai rencontré entre guillemets, des vrais professionnels, des chefs opérateurs, des ingénieurs du son, des gens avec qui je travaille encore de temps en temps aujourd'hui, c'est génial. Et donc, super, vraiment super ce stage, vraiment génial. Pendant 1 mois, on a bossé comme ça sur ce court-métrage, on l'a préparé. J'ai même filé un coup de main au réalisateur qui était d'origine afghane, je crois. Donc, c'était un réfugié afghan, je crois, qui faisait un film en France. J'étais un peu comme un poisson dans l'eau, hein. J'étais vraiment bien sur ce tournage. Et donc, la productrice du film est venue me voir. On a discuté ensemble et on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de points communs, qu'on avait fait nos études dans les mêmes villes, ce genre de choses. Elle m'a demandé si j'avais un scénario en stock pour le produire tout simplement. Et j'avais un vieux scénario, mais vraiment très très vieux, que j'avais écrit sur une copie double avec des copains au lycée. J'ai sorti ce scénario-là, j'avais que ça en stock. Et va savoir pourquoi, elle a dit oui. Et elle l'a produit. Et ça a donné mon premier court-métrage qui est très amateur, mais qui existe, hein,
N'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser, si je vous fais une petite vidéo sur ce court-métrage amateur, il y a plein de trucs à raconter là-dessus. Ce petit court-métrage-là, j'ai eu une petite équipe, ça a été ma première vraie expérience de réalisateur. Donc après, j'ai enchaîné sur ma dernière année de master, donc ma 5e année d'université. Et là, pareil, il fallait encore trouver un stage et j'ai fait le dernier stage qui lui aussi m'a ouvert pas mal de portes. En fait, je suis parti 3 mois à Pékin. La productrice qui m'avait aidé sur mon petit film connaissait une société de production qui avait des bureaux à Pékin. Et donc, elle m'a dit, bah écoute, je peux peut-être t'avoir un entretien et vois ce que ça donne. Donc, j'étais passé un entretien avec mon petit court-métrage, je me souviendrai toujours, j'y suis allé avec mon petit DVD. J'ai passé un entretien avec cette boîte de prod, avec un chargé de production, qui m'a dit, bah écoute, on était en 2008, les JO de Pékin allaient arriver. Il m'a dit qu'ils avaient besoin de mains, quoi, de gens pour venir leur filer un coup de main pour couvrir les Jeux Olympiques. Donc je suis parti 3 mois à Pékin. Donc on peut dire que j'ai vécu à Pékin en quelque sorte. Donc, et là-bas, pour le coup, j'ai eu un maître de stage qui était incroyable et qui m'a appris le montage de A à Z pendant 3 mois. Donc je montais beaucoup de reportages pour le JT de TF1. J'ai aussi fait des dossiers de presse, j'ai fait du print. J'ai fait pas mal de trucs, j'ai fait beaucoup de motion design parce qu'ils faisaient du documentaire pour France Télévisions, pour Thalassa, des images, des émissions comme ça. Et donc moi je faisais un peu de motion design pour tout ça. Et donc en 3 mois j'ai vraiment taffé comme un malade. Et donc en revenant cette production à Pékin pour qui j'avais fait le stage pendant 3 mois, j'ai continué à travailler avec eux pendant 1 an ou 2. Je leur ai fait tous leurs dossiers de presse. Parcours professionnel. Donc après mes études, il a fallu trouver du boulot. Et donc j'ai trouvé du boulot dans des petites agences. J'ai fait des petits films pour la région Nord. Je faisais des pubs pour le web qui étaient totalement dégueulasses. Si je retrouve une, je vais vous mettre un extrait. 2 formateurs agréés, dotés d'une solide expérience, assurent les cours toute l'année et sont aptes à répondre à toutes vos attentes et questions. J'avais juste un appareil photo et puis j'allais dans les entreprises du coin pour faire quelques petits films. C'était payé une misère, on était exploité jusqu'à la corde. C'était une petite production parisienne qui chopait les rendez-vous et on était vraiment exploité comme c'était pas permis. C'était vraiment marrant et ça c'était formateur, je l'ai fait pendant 3-4 ans. Orphir. Et donc pendant ces 3-4 ans, la productrice avec qui j'ai fait mon premier court-métrage amateur, on discutait ensemble puis elle m'a demandé si j'avais un autre projet en stock. Et ouais, j'en avais pas. J'en avais pas parce que j'écrivais pas à l'époque. Ensemble, on a discuté et on a réalisé mon court-métrage Orphir. Donc elle l'a produit. Et, entre guillemets, elle m'a remis le pied à l'étrier avec un gros tournage, une grosse fiction. Bon, là, pareil, je vous mets une fiche là ici parce que Orphir, il y a une vidéo totalement dédiée là-dessus, donc où je vous raconte tout. Et le film est même disponible sur la chaîne, donc je vais pas vous m'étendre plus là-dessus. Donc voilà, j'ai tourné comme ça ce film avec Corinne Maziero. Ça a été une sublime aventure. Et avec le court-métrage Orphir, ça m'a permis un peu de m'en servir comme bande démo un peu pour démarcher des agences, des choses comme ça. Et là, j'ai commencé à bosser en tant que monteur et réalisateur pour des agences un peu plus importantes. Et j'ai fait de la pub pour le net, pour le web, donc pour des marques de sport, pour des marques de mode, pour la région Nord, je faisais des documentaires pour eux. Donc voilà, et je bossais aussi beaucoup en tant que monteur. Beaucoup en tant que monteur. Encore maintenant, je bosse beaucoup en tant que monteur. Devil Slayer. Et il y a un moment où je me suis dit que j'aimerais bien faire de la fiction. C'était le moment où arrivait sur la chaîne No Life toutes les web-séries ultra populaires comme Noob, Le Visiteur du Futur, Flanders Company. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait faire de la super fiction avec pas beaucoup de moyens et tout. Et je me suis dit que ça pourrait être cool de me lancer là-dedans. Parce que monter des courts-métrages, c'est bien, mais ça prenait du temps. Donc j'ai produit comme ça 2 pilotes de web-séries. Votre existence n'a plus de sens. Alors, signez. Tu veux mon crayon? Je ne savais pas trop quoi en faire, ces pilotes-là. Mon rêve le plus fou, ça aurait été de les diffuser sur la chaîne No Life. Donc je me suis permis de leur envoyer. Et les mois ont passé, mais quand je vous dis que les mois ont passé, je crois qu'il y a 1 an et demi qui a passé. Et un soir, à 22h30, je reçois un coup de fil du directeur des programmes de No Life qui me dit « Bah écoute Jonathan, on prend ta série et on va la diffuser à la télé ». Donc je me retrouve comme ça un peu par magie, producteur et réalisateur d'une série qui va passer à la télé. À suivre. Devil Slayer. Devant pas mal de personnes qui sera assez suivi. Et j'avais tourné que 2 épisodes, parce que comme je n'avais pas de nouvelles, je n'avais pas fait la suite. Et donc là, pendant 1 an et demi,
J'ai enchaîné l'écriture, le tournage et le montage de tous ces épisodes-là pour les livrer un par semaine à la télé. Il y a eu 14 épisodes comme ça. J'ai jamais tourné la fin parce que c'est un projet qui demandait beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement. J'ai pas été au bout de ce projet. Est-ce que c'est un regret? Pas vraiment, parce que No Life, en plus, depuis, c'est mort. Malheureusement, la chaîne de télé est morte depuis. Mais c'était une super aventure. Même si ça a été très difficile, ça a été très formateur, cette série. Je me suis amusé à la faire. Je me suis vraiment amusé à la faire. Et pareil, j'ai rencontré des gens super, dont un chef opérateur avec qui je travaille encore maintenant, un ingénieur du son avec qui je travaille maintenant. Peu importe si les projets étaient réussis ou non dans cette période-là, parce que je faisais toujours des rencontres cool et c'était des rencontres avec qui je travaille toujours maintenant. Donc c'était quand même assez passionnant. Transfert. Et donc après cette web-série qui m'a quand même pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, j'ai voulu retourner une grosse fiction comme j'avais fait un peu Hors-Fier à l'époque, parce que j'avais dirigé qu'un seul gros plateau dans ma vie, ce qui était un peu tristouné. J'aurais voulu faire plus. Alors non, j'avais dirigé d'autres plateaux pour un peu plus importants pour le web, en tant que réalisateur de pub, pas pour de la fiction, quoi. Et moi, ce qui me plaît, c'est la fiction avant tout. C'est là-dessus que je veux évoluer. C'est là-dedans que je veux progresser. C'est là que je me suis dit que j'allais lancer un nouveau court-métrage. Et donc, j'ai rencontré à la même époque un scénariste avec qui on a écrit un film qui s'appelle Transfert. Et là, je l'ai produit moi-même parce que trouver un producteur pour un court-métrage de science-fiction avec des nazis en France, c'était très compliqué. Donc voilà, donc je l'ai produit moi-même. Je suis devenu, sans le vouloir, encore producteur. Donc j'aurais produit une série télé, un court-métrage. J'ai quasiment été autant producteur que réalisateur, c'est fou. J'ai jamais fait d'études pour être producteur ou quoi que ce soit. Me retrouver producteur sur des trucs, c'est insensé. C'est un peu insensé, mais bon. En 3 mois, je crois que ça a pris 3 ou 4 mois, je l'ai écrit, produit, financé, tourné. Bon, bien sûr, accompagné de personnes, hein, on fait pas tout ça tout seul. Mais si pareil, vous voulez une vidéo qui raconte un peu les coulisses de Transfert et tout, je peux vous la faire. Pareil pour la web-série. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires là en dessous si vous voulez des vidéos sur ces projets-là. Ça pourrait être super intéressant. Je pourrais même vous faire une vidéo des vieux films, sur les vieux films que je tournais à l'époque pour mes études dans la grange de mes parents avec ma vieille caméra H8. Donc voilà, donc j'écris, je réalise et je produis Transfert et arrive derrière la post-production. Et comme il y a beaucoup d'effets spéciaux et pas beaucoup d'argent, la post-production, c'est un enfer. Et ça s'étale sur beaucoup de temps. Ça s'étale sur 3 ans et demi, 4 ans. Je dois faire une avant-première début 2020. Donc voilà. Et vous savez ce qui s'est passé, hein, Covid, tout le tintouin. Il y a une vidéo là-dessus. Et le film donc commence vraiment seulement à vivre depuis 2021, là, depuis quelques mois. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est à plus de 60 festivals et à plus de 25 prix. Bon, pour un petit film que j'ai produit moi-même et que j'ai tout fait un peu de A à Z, même si je suis très bien accompagné encore une fois sur ce film, que j'ai porté sur mes épaules, eh ben, je suis content, hein, je suis un peu fier de ce film-là. Et maintenant, dans tout ça, et donc voilà, après là il y a d'autres courts-métrages, des longs-métrages aussi que j'ai écrits. Est-ce que ces projets se feront? Je ne sais pas. Je vous ai pas parlé de tous ces projets que j'ai écrits, pour lesquels j'ai rencontré des producteurs, j'ai même signé des contrats. Et ce sont des projets qui ne se sont pas faits. Voilà un peu pour mon parcours. Depuis, je continue à bosser en tant que monteur à 70% du temps et 30% en tant que réalisateur pour le web. Après, je ne vous parle pas des projets, des nombreux projets sur lesquels j'étais aussi assistant réalisateur, étalonneur, monteur. Enfin bref, j'ai fait quand même pas mal de choses. Hein. Là, j'ai raccourci quand même pour YouTube pour pas que vous faire une vidéo déjà trop chiante et trop longue. Et je me suis dit que toute cette expérience-là, ce serait intéressant de la partager avec vous. Et donc, voilà où on en est à cette chaîne YouTube que j'ai ouverte en février 2021 en me disant que voilà, ça pourrait être cool. Et on va continuer à parler cinéma, je vous le promets. L'abécédaire du cinéma indépendant, ça va continuer. Vous en aurez des infos sur le cinéma indépendant. On va continuer d'aller à la rencontre, je vais vous présenter des films, on va parler tournage. Il y a plein de projets qui arrivent, il y a plein de trucs cool qui devraient arriver, donc j'espère que vous serez présents. Voilà pour mon parcours, j'espère que la vidéo n'était pas très brouillon parce qu'elle n'était pas du tout écrite. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche et un petit pouce bleu. Vraiment, je radote à chaque vidéo, mais c'est très important de le faire, donc faites-le si vous pouvez. Ça vous prend 5 secondes, cling cling, un petit bouton et c'est bon. Et puis c'était Jonathan, et puis maintenant vous savez tout de mon parcours. À la prochaine, ciao!